Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bonjour, bienvenue à notre 20e épisode du balado Des femmes comme vous. Bien, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet dont on entend de plus en plus parler, et encore une fois, tout particulièrement depuis la pandémie, et j'ai nommé la résilience. N'est-ce pas, Vicky? Eh oui! Bonjour, Vicky! Bonjour, Carole! Contente de te retrouver? Bien, toujours! Oui! Oui. Alors, d'ailleurs, nous, on avait déjà été invités pour parler, dans une table de discussion, pour parler de résilience au niveau des organisations. Peut-être qu'on pourra en toucher un mot tantôt. Alors, bien, pour en discuter, parce qu'effectivement, le mot résilience, c'est un mot qu'on entendait moins parler, puis là, c'est très, très, très commun. Alors, on va apprendre c'est quoi exactement. Et pour en discuter, bien, nous avons invité Sabrina Poulain. Alors, bonjour, puis bienvenue, Sabrina. Merci. Allô. Bonjour. Merci de l'invitation. Bien, c'est nous qui te remercions d'avoir accepté notre invitation. Très contente d'être là. Alors, Sabrina, tu es psychoéducatrice et tu œuvres depuis 20 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Tu offres actuellement des services en santé mentale, en clinique externe, auprès des adultes présentant des troubles de personnalité, de l'humeur, ainsi que des troubles anxieux. Exact. Puis l'an passé, en 2023, ben, tu as publié un livre chez la maison d'édition Édito du groupe Gallimard qui s'intitule « Ces épreuves qui nous façonnent ». Vert, quand j'ai mis de la belle couleur. Alors, Beaucoup on l'a de lu, on l'a notation. épluché. Alors, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Là. Ces épreuves qui nous façonnent, comment développer nos facteurs de résilience. Alors, après lecture, on s'est dit, mon Dieu, que ce serait la bonne personne à inviter pour parler de ce sujet-là, qui est quand même... Parce qu'on est tous, on arrive tous à avoir des obstacles dans la vie. Là. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Là. Exactement. Oui. Puis, mais j'aurais envie de te demander, pour commencer, mais pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre-là? Quelles ont été tes motivations? Il pourrait y avoir plusieurs réponses, très honnêtement, mais j'ai vraiment envie d'y aller très simplement, mais je pense que ça va résumer l'essentiel. La vie est complexe. La vie est difficile. On n'a pas besoin de travailler en santé mentale pour se rendre compte, pour constater que les gens vivent de la détresse psychologique. Il n'y a personne qui est à l'abri des épreuves, il n'y a personne qui est immunisé contre la souffrance, d'où l'importance, à mon avis, de développer justement notre résilience en amont des situations de vie difficiles pour être mieux équipés quand l'adversité va frapper. Puis, basé sur la science, basé sur des histoires réelles de résilience, j'avais envie, à travers ce livre-là, puis c'est ce qui me tenait le plus à cœur, de, oui, amener des pistes de réflexion, mais surtout des stratégies éprouvées pour aider les gens, à rebondir à travers les épreuves, à se reconstruire, à retrouver un plus grand équilibre, puis à développer une santé mentale plus positive. Est-ce que les stratégies dont tu fais mention dans ton livre, est-ce que j'imagine que tu les utilises ou tu les transmets là, à tes patients? Là? Oui. Alors, tu as pu probablement voir aussi les effets là, de ça? Oui, c'est certain, parce que c'est sûr que, tu sais, comme vous avez dit, je suis psychoéducatrice depuis 20 ans, fait que j'accompagne des gens qui vivent des grands enjeux au niveau de la santé mentale, qui ont des difficultés d'adaptation, qui ont vécu des épreuves de toutes sortes. Donc, oui, ces stratégies-là, c'est sûr que dans mon quotidien, dans mon travail, je les mets de l'avant et je vois l'impact aussi que ça peut avoir. C'est ça. Hein? Est-ce que tu vois depuis 20 ans, justement, dans ta pratique, est-ce que tu as vu, on dit souvent, bon, après la pandémie, c'est plus pareil, on parle beaucoup de santé mentale, puis c'est correct. Je pense qu'il faut en parler. Ça a toujours existé, la santé mentale, on s'entend. Est-ce que tu vois un changement, pour vrai, dans ta pratique? Est-ce que c'est plus criant ou c'est comme plutôt un continuum? Moi, ce que j'observe, c'est une continuité. Tu sais, c'est sûr que pour certaines personnes, il y a des symptômes qui se sont accentués, il y a des symptômes qui se sont exacerbés, mais ça dépend vraiment déjà des prédispositions, des problématiques qui étaient présentes. Tu sais, il y avait des fragilités, mais même avant la pandémie, les gens allaient pas bien. Fait que c'est certain que pour certains, ça a précipité d'autres symptômes où ça l'a accentué. Mais tu sais, si je pense juste, moi, je travaille dans le réseau, là, le réseau public, nos listes d'attente avant la pandémie versus après la pandémie
on est dans des listes d'attente, on parle de 2 ans d'attente, là. Mais il n'y a pas nécessairement plus de demandes depuis la pandémie. Étonnamment, on pense que c'est pire, mais il y en avait déjà beaucoup, mais il n'y a pas nécessairement eu une augmentation significative. Mais les gens qui allaient déjà pas bien... Oui, mais là... Ça l'a accentué, là. Mais je disais en introduction que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que le mot résilience, on entend beaucoup plus parler. Parce qu'évidemment, pendant cette période-là, on nous disait, il faut être résilient, il faut être ci, il faut être ça, alors qu'avant, c'est pas... Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Ou, c'est sûr que toi, tu travailles dans ce domaine-là, donc... Bien, tu te trompes pas. C'est sûr que c'est un mot, on dirait, qui est devenu... Bien, tu sais, qui a été utilisé un peu à toutes les sauces, qui a été un peu galvaudé, mais qui a été aussi remis de l'avant dans « on doit se réinventer ». Puis il y a quelque chose dans la résilience, dans revoir nos façons de faire, dans utiliser nos expériences pour, tu sais, c'est quoi les apprentissages qu'on fait à partir de nos expériences pour essayer justement de se développer autrement. Fait qu'on entendait beaucoup en lien avec la pandémie, nous devons se réinventer. Fait que oui, il y a quelque chose qui colle à la résilience par rapport à ça. Effectivement. Et puis, ben, on pourrait le définir aussi. Tu sais, on pense, on a tous une idée puis une définition. D'ailleurs, t'en parles, il y a plusieurs, il n'y a pas qu'une définition bien précise, mais peut-être juste cerner de quoi on va parler aujourd'hui un petit peu plus et de ce que tu parles dans ton livre également. Oui. Bien, écoute, tu as raison, il n'y a pas une seule définition de la résilience, puis c'est étonnant, tu sais, mais c'est vraiment pas un concept qui est universellement reconnu à partir d'une définition, puis même les chercheurs ne s'entendent pas à l'unanimité pour dire voilà la définition de la résilience, surtout dans le domaine de la psychologie, mais quand même, à partir de plusieurs études, on arrive à pointer vers une définition assez commune, avec des nuances, je dirais. Donc, tu sais, pour une majorité de chercheurs, ce qu'ils disent, c'est ce qu'on va retrouver chez une personne résiliente. D'abord, c'est quelqu'un qui va réussir à s'adapter positivement à une situation ou à un contexte de vulnérabilité. Donc, en contexte de risque, si on veut, des situations qui vont être menaçantes de façon subjective pour leur intégrité physique, donc leur sécurité, leur intégrité psychique, psychologique, ils vont réussir à s'adapter positivement à ces situations-là. Quand tu dis de risque subjectif, c'est que la personne, elle, le perçoit. C'est peut-être pas réel, mais OK. Oui, alors parce que, tu sais, un mot important. Oui, c'est comment la personne le perçoit subjectivement. C'est sûr qu'on pourrait aller dans des définitions, exemple, de traumatisme ou de... Mais c'est vraiment comment la personne le perçoit dans sa réalité à elle. Ouais. Ça, c'est quand même important parce que ça a des impacts sur comment elle vit les choses, comment elle les ressent, comment elle s'adapte. Donc, de s'adapter positivement à une situation perçue à risque et de vulnérabilité, et aussi que la personne a été capable, à travers cette épreuve-là, de retrouver un fonctionnement égal à celui qu'elle avait avant le choc ou avant l'événement critique. Ça, c'est 2 critères que la majorité des experts s'entendent sur. Par contre, il y a d'autres spécialistes, puis moi, j'adhère beaucoup à cette définition-là, c'est que en plus de ces 2 critères-là, tu sais, la personne ne fait pas seulement être résistante, puis survivre, dans le fond, à travers tout ça, mais est capable d'acquérir quelque chose dans le processus. Donc, soit qu'elle va y donner un sens, soit qu'elle va y voir une opportunité quelconque, mais elle va réussir à acquérir. Donc, à être plus forte par rapport à cette dimension-là, en fait. En quelque sorte. Ou voir ce que ça peut apporter de positif, ou rebondir davantage. Ou, Exactement. Exactement. Fait qu'elle va voir un sens ou elle va voir une valeur ajoutée au passage de l'épreuve dans sa vie. Fait que pas juste je l'ai affronté, pas juste j'ai pas été détruit par l'épreuve, mais à quelque part je suis devenue plus forte, ça m'a permis de grandir, j'ai fait des nouveaux apprentissages. Il y a une prise de conscience aussi de ça, là, effectivement. Est-ce que les gens...
On est tous différents. Est-ce sûrement qu'on doit être tous différents aussi par rapport à l'épreuve. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à partir de la naissance ou de l'enfance à rebondir ou à avoir justement plus de facteurs de résilience, je vais dire ça comme ça? Je sais pas, génétique, ou il y a des tempéraments ou des personnalités. Bien, un tempérament, des personnalités, des traits de personnalité qui aident. Qui ont plus de facilité à être résilients. Bien, justement, tu sais, les études pointent vers ça, avec des nuances, par contre. Mais oui, tu sais, ce que les études disent, c'est que la résilience, c'est un ensemble de facteurs. Fait que oui, des facteurs internes, tu sais, ce que tu dis de notre tempérament, nos traits de personnalité, tout ce qui est caractéristiques innées, naturelles, des facteurs plus externes, donc notre environnement immédiat, notre réseau de soutien. Il y a aussi nos compétences acquises, donc tout ce qu'on a appris, si on veut, de nos expériences de vie. C'est quoi les apprentissages qu'on en retire? Mais il y a aussi les conjonctures. Il y a aussi juste les circonstances de vie qui font qu'à un moment donné, même si tu pourrais avoir développer ou regrouper tous ces facteurs-là un peu de protection, bien, si à une période de ta vie, l'adversité frappe et que tu es plus fragilisé ou que tu es moins bien entouré, ça se peut que tu aies plus de difficultés à ce moment-là. À passer à travers même. Exactement. Même si. Oui, exactement. Même si. Parce que c'est ça, justement, on en parlait, puis, tu sais, on dirait qu'il y a des gens, puis on en a tous dans notre entourage, que tu as l'impression qu'ils ont des épreuves. Puis oui, ils trouvent ça difficile, mais ils conservent leur optimisme. Puis, tu sais, puis on entend souvent ça, là, des gens, par exemple, qui apprennent qu'ils ont une maladie X, puis où il y a un décès là, dans la famille, puis c'est des gens qui rebondissent assez facilement, tu sais, alors qu'il y en a d'autres qui vont être complètement abattus. Alors, fait que oui, il y a des facteurs externes, mais comme tu dis, mais il y a des facteurs liés aux individus aussi, j'imagine. Oui, il y a des facteurs externes, il y a des facteurs internes, mais ce qu'il ne faut pas oublier, puis tu sais, on pourra en parler, là, des facteurs de résilience, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, tu sais, une personne peut se montrer très résiliente à un moment donné de sa vie, pour X raisons, mais qu'à une autre période de sa vie, parce que les circonstances sont différentes, elle peut avoir plus de difficultés. Là, elle peut avoir besoin d'aide. Elle peut avoir besoin d'un tuteur de résilience. Ça peut se faire moins naturellement. Fait que c'est pas parce que... Il ne faut pas être surpris quand ça nous arrive. Aussi, Exactement. Alors donc, exactement. Quelque part, c'est quelqu'un qui a de la difficulté qui a déjà de la difficulté. Il peut dire, ben, il n'est pas pris à toute sa vie nécessairement avec ça. Là. Non, puis, tu sais, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a un potentiel de résilience. Il n'y a personne qui peut dire, moi, je ne serai jamais résilient. Parce que ça s'apprend, ça se développe, puis tout le monde a des forces, tout le monde a des ressources. Mais c'est ce qu'on trouve intéressant, Sabrina, dans ton livre, tu sais, c'est de lire, de savoir c'est quoi la résilience et tout ça, mais au-delà de ça, tu sais, dans ton livre, premièrement, tu l'as dit, là, il y a plusieurs personnalités que tu as interviewées qui permettent, d'ailleurs, que tu appelles les perles, qui ont eu des épreuves dans la vie et qui sont connues du public et qui les racontent. Donc, et toi, tu rajoutes par rapport à ces expériences-là, donc je trouve ça vraiment intéressant. Mais j'allais dire les facteurs de résilience, on pourrait en parler, là, de les définir. C'est quoi les plus importants? Puis c'est ce qu'on trouvait intéressant en t'invitant, c'est de savoir qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut apprendre, qu'on peut donner des clés pour que chacun puisse apprendre ça dans sa vie. Ça se développe, ça se renforce. Puis, tu sais, les facteurs que moi, j'ai sélectionnés pour le livre, tu sais, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est vraiment basé quand même sur des études scientifiques, sur des études, tu sais, longitudinales. On parle tu sais, de 20 ans et plus. Donc, j'ai extrait ce qui revenait le plus souvent, mais je veux quand même nommer que c'est pas exhaustif. Il y en a d'autres, mais c'est quand même ce qui domine. Facteurs. Oui, les principaux, exactement. Donc, puis tu sais, là, je peux les énumérer. C'est sûr que dans le livre, je les détaille. Là, c'est beaucoup plus élaboré, là. Mais juste pour faire un petit résumé, il y a la souplesse émotionnelle. Dans le fond, la souplesse émotionnelle, ça renvoie à notre capacité à accueillir les émotions douloureuses, à
pas lutter contre, à pas essayer de les faire disparaître, juste à accepter que là, on vit des émotions perçues négatives, puis de tolérer cet inconfort-là émotionnel et d'être capable de fonctionner malgré tout. Ça, c'est pas facile, ça, par exemple. Je sais pas s'il y a des... Parce que, c'est ça, quand tu vis une émotion négative, douloureuse, forte, tu la sens, là. Parce que comme ça, tu souffres, tu voudrais la chasser. C'est un réflexe naturel, ça. Alors, mon Dieu, comment on... C'est sûr qu'on ne pourra pas... Mais comment on peut arriver à ça? Ça demande un accompagnement, je présume? Bien, il y a certaines personnes qui ont besoin, d'aller jusqu'à un accompagnement, mais juste d'être conscient que des émotions négatives, que des sensations, ça fait partie de la vie. Puis c'est temporaire. Mais du moment où tu luttes contre, que tu résistes, que tu veux pas les ressentir, que tu essaies de vouloir les contrôler, de vouloir les supprimer, ils prennent de l'ampleur. De vouloir les éviter, donc toute la notion d'évitement qui nous amène à... accepter, c'est là. Je vis telle épreuve, je vis telle difficulté, je ressens telle émotion. J'ai de la peine, j'ai peur, j'ai honte, je sais pas quoi, là. Je l'accueille. Ça veut pas dire que j'ai du fun. Ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut pas dire que c'est confortable. Mais que malgré ça, puis c'est justement pas d'être dans des émotions positives à tout prix. C'est pas la vie, ça. On a envie mais on nous des émotions. Un peu ça aussi, culturellement parlant. Ben c'est pas bien, pleure pas trop. En tout cas, oui, puis aussi, on est dans une société, on en a parlé dans plusieurs épisodes, mais on est dans une société, je pense que tout le monde en parle, avec les médias sociaux, tout ça, où il faut bien paraître, puis là, c'est pas juste physiquement, là. Hein? On est heureux, regarde, je suis allée au restaurant, je suis en vacances, on prend des photos, fait que là, on voit tout le temps. C'est encore plus... Puis, et quand tu dis que tu vas pas bien, les gens veulent pas l'entendre, c'est mal perçu, tu te plains, tu fais la victime. Alors, tu sais, il y a tout ça aussi qui est... Alors, les gens... Oui, on fait la promotion du bien-être, des émotions positives, du bonheur, mais donc, la vie comporte des émotions négatives. Tu vis une épreuve, c'est pas vrai que t'es hop la vie, là. Non, c'est ça. Tu rushes, puis tu souffres, puis c'est difficile. Mais juste de l'accueillir. Déjà, d'accepter je me sens pas bien. Je vis telle émotion en ce moment et je n'essaie pas de la faire disparaître, cette émotion-là, et d'être capable de continuer de fonctionner malgré ce que tu ressens. C'est ça, la souplesse émotionnelle. C'est ça, la souplesse émotionnelle. Beaucoup plus détaillé dans le livre, mais grosso modo, c'est ça. Il y a aussi tout ce qui est flexibilité cognitive puis adaptabilité aux défis. Donc, la flexibilité, ça, ce que c'est, dans le fond, c'est notre capacité à se réorganiser face à l'adversité, puis à adapter nos stratégies en fonction de la nature des défis. Donc, un exemple? Oui, dans le fond, c'est d'utiliser le bon outil au bon moment. La bonne stratégie au bon problème. Tu sais, il y a quelque chose dans... là, il y a un problème, je fais face à un problème, il y a un éventail de possibilités. Donc, qu'est-ce que je vais choisir de faire en fonction de la situation que je vis? Fait que c'est ça, l'adaptabilité face aux défis. Puis au niveau de la flexibilité cognitive, c'est d'être capable de flexibiliser sa pensée, puis d'adapter ses comportements, ses actions en fonction du résultat ou de l'évolution de la situation. C'est d'être malléable, c'est d'être flexible, c'est de s'ajuster. Tu sais, c'est pas de dire, moi, je vis telle situation, je vais réagir de telle façon, puis là, il faut que ça marche. Non, si ça marche pas, tu réajustes. Il faut que tu aies un plan B, disons. Ben, si tu l'as pas, en cours de route, tu le développes. Mais c'est ça, l'adaptabilité. Ça se peut que ça marche pas. La première action que tu portes va pas nécessairement te donner pleine satisfaction, comme on dit. T'aurais-tu un exemple en tête? Là, je te prends à brûle pour point, peut-être, là, par pour rapport expliquer. Je trouve ça un petit peu plus complexe que, justement, un exemple qui démontre comment la personne elle peut adapter son adaptabilité cognitive que tu parlais. Je sais pas la flexibilité cognitive, ben, tu sais, c'est beaucoup en lien avec la résolution de problèmes. Tu as un problème dans ta vie. Tu sais, ça peut être une situation financière précaire. Là, pour X raisons, tu n'arrives plus,
tu as des problèmes financiers. Au niveau de la résolution de problèmes, qu'est-ce que tu vas prioriser? Ça va être quoi les premières actions? Comment tu vas évaluer les résultats? Comment tu vas t'adapter en fonction, justement, des résultats, puis de l'évolution de la situation? Fait que c'est beaucoup d'être capable d'avoir un répertoire quand même assez large, assez vaste de solutions par rapport à un problème. Puis d'aller puiser là-dedans. Fait que d'être flexible, tu sais, pas juste d'avoir... S'en tenir à une... Et pour ça, il faut être un peu entouré aussi, ou aller chercher... Tu sais, quand ça vient pas tout seul, la solution, parce que des fois, on dit souvent qu'on est trop près de l'arbre pour trouver des solutions. Ouais, quand on est trop collé. On est trop collé. Donc, est-ce que, justement, tu sais, le fait d'aller chercher... Ça fait partie du coffre à outils, là, d'aller chercher différentes ressources pour ça. Tout à fait. Tout à fait. Puis ça peut faire partie des solutions. Ça peut faire partie du plan d'action. Oui. Parce qu'il y a quand même, il y a des individus, puis je pense que ça nous arrive tous à un moment donné dans notre vie, que face à l'adversité ou à une épreuve, et puis s'il y en a plusieurs en même temps, c'est qu'à un moment donné, on se sent dépassé, puis on n'est pas capable d'en trouver. C'est comme on est dans l'inertie, on est comme paralysé. Ça peut être paralysant, effectivement. C'est ça. Alors, c'est... parce que c'est ça. Donc, ça essaie de développer. Il faut être en mode solution. J'ai un problème X ou je fais face à ça. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir ou améliorer ma situation? Oui. C'est ça, l'adaptabilité. Oui, mais vous nommez quelque chose d'important, tu sais, quand vous dites, mais si je ne suis pas capable d'en trouver moi-même des solutions, d'être capable d'aller chercher de l'aide, c'est un autre facteur de résilience. C'en est un, hein? Parce que je pense qu'il y a l'isolement aussi qui peut se produire là, quand tu sais, ce que tu nommes, Carole, là, quand tu es dans une situation comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus portés à s'isoler et à se recroqueviller que d'aller chercher, ou ça peut prendre du temps avant qu'aller chercher de l'aide. J'imagine qu'ils atterrissent aussi chez toi. Donc, ça l'arrive. Je vais permettre une petite parenthèse, comme j'en fais souvent. Mais je pense à ma fille, je ne peux pas passer autrement. Qui, elle est vraiment, moi, elle a un problème, elle vit une situation, c'est, bon, ou moi, quelque chose, c'est quoi ton plan, maman? C'est quoi ton plan? Et toujours... c'est excellent, ça. J'admire ça. Je fais ça beaucoup avec mes clients. Fait que là, ils me présentent la situation, ce qu'ils vivent, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problèmes. C'est quoi ton plan? Effectivement. C'est excellent qu'elle ait cette façon de réfléchir. Oui, puis ça sort de l'émotivité. C'est que ça t'amène, je sais pas, en tout cas, moi, ça t'amène plus dans ton côté rationnel. C'est que, OK, un plan, donc il faut que tu penses à quelque chose. Une action. Alors, tu sais, ça te... Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que ça peut nous détacher momentanément, en tout cas, de notre émotion qui est douloureuse, puis que là, ça nous donne peut-être un peu plus d'ouverture ou de clarté pour trouver quelque chose, des solutions. C'est sûr que là, on passe un peu de la zone problème à la zone solution. Mais il faut quand même prendre le temps, tu sais, quand la situation arrive, de dire, OK, comment je me sens par rapport à ça? C'est quoi que je vis? De l'accueillir quand même, tu sais, parce qu'il y a un amalgame d'émotions qui se vit. Mais une fois que ça, c'est fait, de passer en mode, là, je fais quoi? C'est quoi mon plan? Là, le plan. Je reviens, Sabrina, tu sais, tu reviens sur justement accueillir l'émotion, puis il y en a qui vont se dire, moi, pourquoi tant accueillir l'émotion quand on peut passer à l'action, tu sais, on peut passer vite à l'action. Qu'est-ce qui fait que quand tu passes pas à l'action, quand tu accueilles pas cette émotion-là, comment ça peut devenir dangereux ou... c'est que les gens qui... Souvent, tu sais, puis l'accueil, là, c'est un mot des gens... Il y a bien des gens qui n'aiment pas, puis tu viens de poser la question. Mais c'est plus juste pas être dans la fuite, pas être dans le déni, pas être dans l'évitement, pas être dans... Reconnaître. Oui, c'est là, de l'identifier, de le reconnaître, c'est présent, je le ressens, c'est tough, c'est difficile, c'est douloureux. Je fais quoi avec? OK. C'est plus clair là, pour moi maintenant. De ne pas vouloir ressentir, souvent, ça retarde tout le processus. Ou le plan, la solution qui va être choisie va peut-être être mésadaptée parce que tu n'as pas pris le temps de faire le tour. Puis on en voit des gens comme ça là, qui vivent quelque chose de difficile, puis
ils veulent faire comme si rien n'était. Bien, s'ils font comme si de rien n'était, souvent, ils ne seront même pas à l'étape du plan. Non, ils seront ça n'existe pas. Ils peuvent pas faire un plan s'ils sont pas... Je suis dans le déni, je veux pas voir. Ça n'arrive pas. Je vais changer de place. Je vais faire autre chose. Je vais m'étourdir. Je vais trouver un autre projet. Je vais mettre ça de côté, puis on réglera ça plus tard. Puis peut-être que ça ne reviendra pas. Je donne des... Puis ça revient. Je pense que ça revient. Mais les gens qui passent à l'étape de « OK, là, je fais un plan », c'est qu'ils ont accepté que là, la situation existe, ils vivent ce qu'ils ont à vivre par rapport à cette situation-là, et là, on passe à l'action. On passe en mode résolution de problème. Ah, moi, je t'écoute. Ça résonne? Ça résonne tellement. Fait que là, on a nommé 2 facteurs. Oui, on continue. Il y a aussi la tolérance à l'incertitude. Ça, dans le fond, ça renvoie à la capacité à accepter qu'on ne peut pas tout prédire dans la vie, on ne peut pas tout contrôler, qu'il y a des variables incontrôlables, mais il y a aussi des variables sur lesquelles on peut agir. Donc, ce sur quoi on ne peut pas agir, on ne met pas de l'énergie là. On accepte qu'on ne peut pas agir là, mais là où on peut exercer notre libre arbitre, on peut utiliser là, notre pouvoir d'action. Un certain pouvoir d'action, oui. Exactement, pour agir dans notre zone de pouvoir. Donc, il y a ça au niveau de la tolérance à l'incertitude. Moi, ce qui me vient comme mot, là, c'est le lâcher-prise. On entend beaucoup ça aussi, là. Ben là, lâcher-prise, OK, mais lâcher-prise sur quoi? Mais tu sais, moi, ça me fait penser à ça, c'est de dire, ben, il y a des situations où tu lâches prise, tu peux pas, t'as pas de pouvoir sur cette situation-là ou cet enjeu-là. Alors, je sais pas si ça fait référence à ça. Oui, puis j'utilise souvent, puis c'est plus un outil, là, par rapport avec les gens avec qui je travaille, je l'appelle l'arbre de l'incertitude. Mais c'est comme 2 branches. Tu sais, tu parles d'une situation problème, et là, est-ce que l'inquiétude que tu as par rapport à cette situation, est-ce qu'elle est réelle et tu peux poser des actions concrètes, ou est-ce qu'elle est hypothétique? Et si elle est hypothétique, c'est là qu'il faut à quelque part. Si elle est hypothétique et tu n'as pas de contrôle sur ce qui peut arriver, c'est là que oui, il faut y avoir un lâcher-prise et on met notre attention sur autre chose. Moi, je ferais un lien peut-être avec l'anxiété, un petit peu. Oui, tout à fait. C'est un excellent lien. C'est un excellent lien. Je suis une bonne élève. Hein? Oui. Mais parce que l'anxiété, on a justement notre avant-dernier balado était sur l'anxiété. Avec Mélissa Généreux. Puis, c'est ça. Puis, la figure, voyons comment on l'appelle, là, le mammouth, là, le fameux histoire du mammouth. Dans le fond, c'est ça, c'est le propre des personnes anxieuses, justement, de se faire des soucis avec plein de scénarios, puis c'est jamais des beaux scénarios, que le pire peut arriver ou que des choses... Tu sais, quand t'es comme ça, c'est difficile, tu sais, je comprends, tolérance à l'incertitude, mais c'est pas facile de se défaire de ça. Comment? On peut-tu dire en 1 minute? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se défaire? Tu peux prendre 2, là? Comment on peut faire pour développer une habilité à tolérer plus l'incertitude? Pas développer, mais contrer l'incertitude. C'est parce que dans le fond, on parle un des facteurs de résilience, c'est être capable de faire face à l'incertitude. Mais de tolérer. Tolérer l'incertitude. Donc, quand on est anxieux ou on a la difficulté avec ça, c'est pas facile. Non. Mais c'est vraiment de se poser. Mais c'est vraiment de se poser la question, sont où mes zones de pouvoir? Par rapport à la situation que je vis, oui, il peut y avoir beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je contrôle pas? Ce que je ne contrôle pas, même si tu veux mettre de l'énergie à essayer de le contrôler, tu n'y arriveras pas. Fait que quand tu disais, Vicky, il faut lâcher prise à un moment donné, effectivement, il faut réussir à mettre un petit peu ça de côté, mais surtout remettre notre attention sur... Un focus ailleurs. Là. Oui, parce que sinon, on est très impuissant. Tu sais, parce que il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas dans la vie que si on veut mettre notre énergie à essayer de les contrôler, on va vivre l'impuissance. Oui, puis sentiment d'échec.
Exact. Et je dirais même que c'est envahissant. Oui, ça peut devenir. Ça devient envahissant parce que si tu te fais plein de scénarios, puis ta tête tourne toujours autour de ça, ben le focus est difficilement mettable, ou en tout cas, je ne sais pas si je peux m'exprimer. C'est pour ça que les gens qui ont, tu sais, tu parlais d'anxiété tantôt, qui ont, mettons, une anxiété généralisée ou un trouble anxieux, ils ont une allergie à l'incertitude. Ils veulent pouvoir tout contrôler, ils veulent pouvoir tout prédire. Donc, si on vient au facteur de résilience, d'être capable de tolérer l'incertitude, puis d'agir sur les variables sur lesquelles tu as le contrôle et sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, lâche prise, mais pas ton énergie là. Fait que c'est un facteur de résilience dans ce sens-là. Ça, c'est de réaliser ça, puis c'est bon. Ça, on développe dans le livre aussi. Où on développe. Puis un autre facteur. On continue dans les facteurs. C'est notre quatrième, là. On est rendu, c'est bon. Le décompte est bon. Puis là, je regarde ma petite feuille parce que je me perds un petit peu. Oui, on comprend. Ben, il y a aussi le sentiment d'efficacité personnelle. Ça, dans le fond, ça renvoie à notre croyance qu'on a les aptitudes, les compétences, les forces, les ressources nécessaires pour justement faire face aux épreuves puis les surmonter. Fait qu'on croit qu'on a ce qu'il faut pour être capable justement de braver l'adversité. Puis donc, encore là, je me fais pas l'avocat du diable, c'est pas ça l'idée, mais je renverse quelqu'un qui manque de confiance en soi puis qui n'a pas une forte estime de soi. J'imagine que ça doit être difficile pour cette personne-là. Le sentiment d'efficacité personnelle, il doit être moins présent ou ça n'a pas de lien? Ça a un lien. Ça a un lien. Hein? Ça a un lien. Ça a un lien. Ouais. Mais moi, ce que je dis souvent, puis tu sais, c'est rare les gens qui vont se présenter en disant « Moi, j'ai une grande confiance en moi, moi, mon estime personnelle. » Puis même ceux qui le disent dans les faits. On creuse un petit peu. Exactement, exactement. Des fois, ils ont un autre problème, ces gens-là. C'est ça. Mais moi, souvent, ce que je vais dire, c'est tu n'as même pas besoin d'avoir confiance en toi. Tu n'as même pas besoin d'avoir une estime personnelle. C'est simplement d'agir. Puis c'est en agissant que tu vas développer cette confiance-là. C'est en agissant que tu vas augmenter ton estime personnelle, que tu vas te sentir plus efficace parce que tu vas vivre des réussites, parce que ça va fonctionner. Puis même si il y a des difficultés en chemin, juste le fait de l'avoir fait, le fait d'avoir fourni l'effort, d'avoir tenté, c'est déjà mieux que d'avoir absolument rien fait. Et j'imagine que tu découvres aussi des ressources personnelles que tu dis, oh mon Dieu, je pensais pas que j'étais capable de faire ça, ou j'aurais pas cru. C'est des petites victoires, c'est du pas à pas. Oui, mais ça passe par l'action. Ça passe par l'action. La théorie des petits pas, là, c'est... Oui, c'est ça, mais tu sais, des fois, justement, on en a parlé il y a quelques minutes, mais des fois, les gens sont paralysés, ils ont de la difficulté à... Tu sais, tantôt, on parlait de trouver des solutions, mais donc, ces gens-là aussi peuvent avoir de la misère à passer, de la difficulté, à passer à l'action aussi. Mais tu sais, c'est pas simple, là, mais c'est de retenir, on fait une petite action, une petite, ça fonctionne, ça l'encourage à poursuivre dans cette voie-là. Oui, puis même, moi, ce que je vais dire souvent, c'est quoi la plus petite action à ta mesure que tu te sens capable de faire, nonobstant le résultat. On parle même pas de résultat. Juste le fait de le faire, parce qu'il y a des gens qui sont tellement paralysés par l'action, qui se sentent tellement même pas capables d'agir, de réagir, la plus petite action est pertinente. Donc, c'est de décomposer. On décompose, on décortique. Puis, il n'y a pas d'action insignifiante. Si l'action que tu fais te permet de tendre vers ce que tu vises, ce que tu souhaites, que ça peut être l'atteinte d'un objectif, mais ça peut juste être « je veux me sentir un peu mieux par rapport à la situation ». Bien, si tu poses cette action-là qui est à ta mesure, bien, c'est une victoire en soi. Fait que ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, ça n'a pas besoin d'être phénoménal. Fait que moi, je ramène ça beaucoup. Puis ça, je pense que c'est important. Puis souvent, on est porté, on est porté comme être humain à vouloir aller tout de suite, avoir le résultat final. Mais de célébrer ces petites victoires-là, puis de les accueillir, de dire « Ah, bien ça, aujourd'hui, c'est ça que j'ai fait. Je suis contente. » Exact. Puis
demain, on fera autre chose ou après-demain, mais de le réaliser. Oui. Et c'est ça, souvent, on est trop porté à dire, ben là, mon objectif, ça serait ça, là, mais monter une montagne, là, ça se monte pas d'un coup, là. Ces actions-là, tu sais, tu peux avoir un objectif, mais toutes ces actions-là te permettent de tendre vers, puis d'avancer vers, mais ça peut se décortiquer en 102 actions. Absolument. Pas en 3 actions. C'est 3 actions. On voyait pas ton pouce. C'est caché. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est... Souvent, on est peut-être impatient. On aimerait que, surtout quand on n'est pas bien, on vit une émotion qui est déplaisante, négative, on aimerait ça que ça disparaisse, puis ça se règle comme ça, mais c'est pas comme ça. Puis ça se passe pas comme ça. Fait qu'il faut accepter que ça se passe pas comme ça. Puis c'est ça qui est difficile. C'est ça. Tu sais, on voudrait pouvoir claquer des doigts puis dire, OK, là, je me sens mieux. Mais... Puis c'est la somme des petites victoires qui va faire qu'à un moment donné, tu commences à développer un sentiment d'efficacité. Puis plus que ça avance, j'imagine, plus que ça se fait peut-être plus rapidement, parce qu'à un moment donné, là, tu te dis, hey, ça fonctionnait, ça fonctionnait. Il y a un effet. Tu sais, au début, on a l'impression que ça avance. C'est ça. C'est exponentiel. Puis après, là, c'est... Oui. À un moment donné, ça décolle. C'est comme un avion. Tu sais, un avion qui est sur une piste, tu sais, ça peut être long, là, mais pourtant, il prend de la vitesse. Mais avant qu'il décolle. Mais s'il n'avait pas pris cette vitesse, il n'aurait jamais décollé. Absolument, c'est un bel image. Oui, tout à fait. Mais tu sais, ça peut y prendre quelques mètres, quelques kilomètres avant... Mais quand il décolle, par exemple. On est impatient bien souvent. On peut l'être, mais il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer. Cette force-là. Puis les petites actions deviennent qui ont des grands impacts, en fait. C'est plus ça. Des fois, on dit, mon Dieu, c'est donc une petite action, ça pas... Non, ça a un poids, ça a un impact. C'est le cumul des petites actions qui fait qu'à un moment donné, il y a une exponentialité. Mais les gens qui réapprennent après un incident ou après un accident ou peu importe, qui réapprennent à utiliser leur corps, là, peu importe, c'est un peu ça qu'ils font aussi en réhabilitation. Hein. On le fait physiquement, mais ça se fait aussi psychologiquement. Exactement. C'est par vraiment petits gestes, tout petits. Puis il y a des gens qui réapprennent à parler, il y a des gens qui réapprennent à marcher complètement. Tu dis, ils pourront plus marcher. Moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir ce courage-là. D'être patient, d'être patient. Et, voilà. Oui, tout à fait. Et un autre facteur, allons-y. Un autre facteur. Moi, j'ai retenu chez Fuite. Je m'avance. Mais il y a aussi le système de valeurs, donc qu'on peut aussi appeler la boussole morale intérieure. Dans le fond, c'est nos balises un petit peu d'orientation qui vont guider nos décisions. Les décisions qui sont bonnes pour nous ou pour les autres. Qui vont faire, dans le fond, que là, les décisions qu'on va prendre, les choix qu'on va faire vont être en diapason ou vont être alignés sur la direction qu'on veut donner à notre vie et nos valeurs internes, nos valeurs propres. OK. Donc, il faut avoir identifié c'est quoi nos valeurs. Oui, il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut avoir fait cet exercice-là avant. Il y a aussi, on a parlé un petit peu le soutien social, les relations bienveillantes, donc d'être capable de nouer des liens positifs, puis d'être capable de se tourner vers des ressources d'aide aux besoins. Fait que, tu sais, ça peut arriver à un moment de notre vie que, puis même si c'est des situations que, pour X raisons, avant, on aurait été capable de faire face, de surmonter, mais d'être capable de dire, OK, là, j'ai besoin d'aide, ou juste d'en parler à une personne de confiance, de voir qui dans notre réseau peut nous aider. C'est vraiment même un des plus grands facteurs de protection. C'est ça que j'allais dire, probablement que le réseau de soutien est super important. C'est un facteur crucial qui devient un facteur de risque important quand il est absent. Oui, c'est ça. Puis c'est dans la majorité des études sur la résilience que, tu sais, c'est démontré que dans les semaines qui suivent un événement critique ou un événement déstructurant, là, si on l'appelle comme ça, le réseau social va être très déterminant, ou le soutien qu'on va recevoir va être très déterminant sur notre capacité justement à aller de l'avant, puis à traverser cette épreuve-là. Oui, puis ce réseau-là peut être source de solutions aussi. Tu proposer des choses, puis parce que comme le disait tantôt Vicky, quand on est dans une situation, on a le nez collé sous l'arme,
Et on ne voit pas souvent, puis surtout si la peine est grande ou la souffrance est grande, on est encore moins peut-être en mesure de le voir. Alors que si on est entouré de gens, puis on a un bon réseau aidant, bien à ce moment-là, ils peuvent nous aider à voir plus clair aussi. Là. Tout à fait. Ils sont là aussi pour nous écouter. Bon, oui, puis ils ont une distance, ils peuvent avoir un recul, ils peuvent nous faire voir effectivement la vie d'ensemble plutôt que, comme tu dis, être collé sur l'arbre. Il y a aussi l'optimisme réaliste. Ça, dans le fond, c'est d'être capable d'évaluer positivement une situation, puis de concevoir l'événement avec lucidité, puis avoir la foi en notre capacité à s'en sortir. Okay. Fait que ça, c'est l'optimisme réaliste. Fait que oui, on est positif, mais on est aussi réaliste par rapport à la situation est difficile par rapport à considérer les faits brutaux de la situation. On est lucide. Tu sais, on n'est pas juste dans un univers de calinours et de papillons. Puis optimiste aussi, réaliste dans le sens, est-ce que ça va aussi dans le sens de nos capacités, nos ressources, justement notre réseau, en tenant compte, parce que deux personnes peuvent vivre la même situation, puis il y a une personne qui a peut-être moins d'outils, que son corps d'outils est moins garni, qui est plus isolé, bien, ça va être différent pour l'autre qui est bien soutenu, puis qui a déjà peut-être un niveau de résilience naturelle, si je peux dire, plus présent. Fait que ça dépend des gens, là. Ça dépend des gens, ça peut en faire partie, mais tu sais, moi, j'ai vu des gens qui étaient très bien entourés, qui avaient un conjoint, qui avaient des amis, qui avaient accès à un programme d'aide aux employés. Tu en parles d'ailleurs dans ton livre, hein? Oui. Et c'est vrai. Ah ouais. C'est une situation réelle. Mais ça, c'est le fun que tu le mettes dans ton livre, puis c'est pas mal au début aussi, là, parce que ça place les choses. Oui, et que cette personne-là, malgré tous les facteurs de protection, qu'on dirait, hey, écoute, jackpot, là, mais si elle les utilise pas, si elle n'est pas capable de les voir, si elle n'est pas capable de reconnaître que ces ressources-là existent et vont l'aider, puis qu'elle en fait fi, puis j'ai des gens en tête. Oui. Ils ne seront pas plus résilients. Il y a une confiance en ce réseau-là aussi. Si tu ne les utilises pas, c'est parce que tu n'as pas confiance nécessairement. Non, pas il y a des gens qui n'ont pas le réflexe ou ils vont avoir tendance à s'isoler. Ils vont avoir tendance à ne pas vouloir en parler. Ils vont avoir tendance... Tandis que d'autres, puis c'était vrai aussi dans le livre. À ce moment-là, c'est des facteurs internes là, qui jouent. Oui, je vais aller chercher de l'aide, je vais cogner à plusieurs portes, je vais aller chercher des ressources, je vais développer mon réseau, alors que pourtant la personne, dans les facteurs qui pouvaient laisser croire que... c'est ça, il y avait des facteurs de protection, il y avait des facteurs de résilience. Il n'était pas très présent, mais elle a su les développer, elle a su les mettre de l'avant et ça a fait toute la différence dans sa situation. Fait que c'est là que, tu sais, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi, je vis telle difficulté. » Ça ne veut pas dire que parce que ta situation donne l'impression que tu as moins accès à des ressources. Les ressources existent quand même pour toi. Puis si tu les utilises, si tu développe cette capacité-là à tendre vers, à aller les chercher, parce qu'il y a des gens que c'est accessible, mais ils ne les utilisent pas. Fait que c'est statu quo, là. Donc, on pense que ces gens-là sont à l'abri, mais ils ne le sont pas nécessairement. Ils pourraient. Ça pourrait être facilitant, mais ça dépend si tu les encore utilises. Là. C'est bon. Il nous reste combien de... Parce que nous reste... Ça va vite, hein? À peu près, là. Oh, OK. Tu faisais mention des perles... Oui, mais on a parlé des perles, c'est pas mal. On a fait le tour. C'est ça, c'est une métaphore. Les perles de résilience, c'est le fun, ça. Vraiment, j'aime. Tu fais des liens avec les 16 personnalités, là, avec leurs perles de résilience. J'aimerais que tu nous en parles, mais j'aimerais que tu nous parles. Pourquoi tu as choisi ce mot-là, perle, avec ta métaphore que j'ai beaucoup aimée. Je ne connaissais pas cette métaphore-là, j'ai beaucoup aimé ça. La métaphore de l'huître perlière, dans le fond, cette métaphore-là, puis c'est pour ça que je parlais des perles de résilience dans chacun des... les perles étant les facteurs dont on vient de parler un peu, là? En quelque sorte, c'est ce que les personnalités que j'ai interviewées ou les experts recommandent ou ont mis de l'avant, eux, pour se sortir ou rebondir des épreuves. Qu'est-ce qui leur a servi le plus, finalement? Qui ont été le plus utile, qui ont été le plus aidants. Oui, exactement. Puis, dans le fond, la métaphore, c'est en référence à l'huître perlière, que quand il y a un élément extérieur agressant, pour l'huître, on parle
on peut parler en tout cas d'un grain de sable. Dans le fond, qui s'introduit entre les deux coquilles de l'huître. Le mollusque qui va développer un mécanisme de protection extraordinaire. Dans le fond, il va sécréter du calcaire autour de l'élément qui est agressant, qui le blesse, dans le fond, pour le transformer en perle. C'est comme ça que les perles naissent. C'est comme ça que les perles naissent. Moi, j'ai découvert ça. C'est à partir d'un élément extérieur agressant qui blesse le mollusque, mais lui, la façon d'y réagir, il va sécréter du calcaire, qui va l'envelopper, qui va créer une perle. Donc, il va transformer le grain de sable en perle. C'est génial. Fait qu'il y a une belle métaphore. C'est ça, il y a une belle analogie avec la résilience. Il nous reste quelques minutes, puis j'aimerais vraiment qu'on en parle un petit peu, parce que en introduction, je te demandais quelles avaient été tes motivations pour écrire ce livre-là. Puis tu as dit, il y en a plusieurs, mais tu avais mis ça simple. Je devine qu'il y en a une autre. Sabrina, tu me permets d'en parler. On en avait discuté. Parce que, tu sais, je trouve ça incroyable, tout ce que tu fais, là. Parce que toi, en 2017, alors que tu étais âgée de 37 ans, 36-37 ans, tu as reçu un premier diagnostic de cancer de la peau. Puis depuis, tu as eu 20 tumeurs. C'est beaucoup, là, en 7 ans. C'est quelque chose de particulier, là. Fait que on vient de parler des facteurs de résilience, des perles, puis je me demandais, toi, quelle perle as-tu utilisé ou, je sais pas... Utilises-tu encore? Oui, que tu as utilisé qui t'ont aidé le plus à surmonter ça quand même, c'est pas rien. Mais dans le fond, en 2017, tu sais, ça a été mes premiers cancers de la peau qui ont été diagnostiqués. Là. Il y en a eu comme 6-7 du coup, mais probablement que ça faisait des années qui étaient là. C'est juste que là, on a investigué un petit peu plus. C'était des taches, c'était des irrégularités au niveau de la peau. Fait que là, ils sont comme sortis, j'ai un diagnostic, fait que là, j'en avais 6-7 du coup. Ce qui m'a aidée, mais tu sais, avant de dire, oui, j'ai activé... il y a eu des facteurs que j'ai mis de l'avant, oui, il y a eu des perles que j'ai utilisées, mais sur le coup, ça a été difficile. Tu sais, je ne ferais pas semblant que tout de suite, ça a été, je rebondis de ça. Puis, tu sais, il y a une période où j'étais un petit peu dans le déni, où j'étais un petit peu dans la résistance, que là, j'avais pas le goût que ça arrive. Puis, je comprends. C'était pas la meilleure attitude, mais tu sais, pourquoi moi? Puis. Bien, ce qui est tout à fait compréhensible, là. Je pense que tout le monde réagirait. C'est très légitime. Bon, il y a eu quelques semaines que j'étais là-dedans, mais à un moment donné, tu sais, là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Tu sais, comment je vais choisir de réagir? C'est sûr, j'ai été bien entourée. On en a parlé tantôt. C'est sûr, j'ai été bien entourée. J'ai un conjoint qui est extraordinaire. J'ai une fille, j'ai une ado aussi qui, à sa façon, prenait soin de moi. J'ai des amis qui étaient très, très proches et tout ça. Fait que oui, j'ai été bien entourée. Mais il y a aussi eu d'accepter, d'accueillir, parce que j'ai longtemps pas voulu ressentir ce que je ressentais. Fait qu'il y a eu quelque chose dans l'accueil de la peur, que les inquiétudes pouvaient cohabiter avec l'espoir, avec la confiance. Donc, de me permettre de vivre toute la gamme d'émotions par rapport à cette situation-là. Fait que ça m'a beaucoup aidée. On dirait que je me disais, bien, si je suis encore dans la peur, puis je suis encore dans les inquiétudes, bien, puis que je suis pas passée dans, bien là, j'ai confiance, puis là, ça va bien aller. Bien, c'est comme si je ralentissais le processus, mais non, ça cohabite. Oui, finalement. Oui, il y a eu de ça. Il y a aussi eu le sens que j'ai donné à ça, au sens où, à 37 ans, puis là, il y en a eu d'autres, mais assez rapidement, j'ai réalisé, même si je savais que la vie n'était pas éternelle, il y a une finitude à la vie. Et quel sens j'ai le goût de donner à ma vie. Tu sais, on dirait que j'ai eu envie de revoir mes priorités. C'est qui les relations importantes pour moi ou les relations que j'ai envie de nourrir? C'est quoi les projets que j'ai le goût de mettre de l'avant? À quoi je veux que ma vie ressemble? Tu sais, j'en ai-tu pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans? Peu importe. Mais ça m'a ramené à l'essentiel. Et probablement,
que le livre, puisque c'est un projet que je voulais, tu sais, que je chérissais depuis longtemps, il est venu, il s'est intégré dans cette démarche-là. Je me suis dit, j'ai le goût d'écrire un livre, ça fait longtemps, je le fais maintenant. Et ça l'a précipité ce livre-là, finalement, ce cadeau-là, cette perle-là. En partie, oui. C'est un gros grain de sable qui s'est transformé en perle. Merci pour ce partage-là. Puis je trouvais ça important quand même qu'on le souligne parce que je pense que tu sais de quoi tu parles. Tu sais, quand tu nous parles des différents facteurs, je pense que tu es bien ça, j'essaie de les appliquer à moi-même. Puis moi, j'invite tous les gens qui nous écoutent, les gens à la maison, là, de vraiment acheter ce livre-là, vous le procurer parce qu'on passe tous par là. Je veux dire, on a tous des épreuves. Puis il y a vraiment là, beaucoup de pistes de solutions pour nous aider. C'est très inspirant. Ouais. Et tu es très inspirante, Sabrina. Merci vraiment merci, Sabrina. D'être venue à notre rencontre et puis d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis espérons que ça aidera bien des gens aussi. Puis qu'on pourra se revoir et continuer à lire peut-être d'autres lectures que tu feras plus. Pas d'autres lectures, mais d'autres livres ou d'autres actions. Un autre projet. Oui, c'est ça. OK, à suivre. À suivre. Good. Bien, merci. Merci, Carole. Merci à toi. Donc, et puis, en fait, c'est déjà terminé. Voilà. Alors, on dit un beau merci à Martin, notre technicien, Martin Dubé, à Nous TV, l'équipe de Nous TV, Marco et puis Patrice. Ah oui, il aime ça quand je les nomme. Et puis, voilà. Et vous savez que vous pouvez nous écouter sur différentes plateformes, sur YouTube, sur les différentes plateformes de Spotify, sur Magazine Les Radieuses et tout ça, on le répète. Et on a une page Facebook également pour celles et ceux qui veulent nous suivre sur la page dédiée à des femmes comme vous. Donc, vous serez les bienvenus avec vos commentaires également. Donc, on vous dit à la prochaine. À la prochaine.